Blasé de juger parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. Aujourd'hui, on va parler de journalisme, d'investigation, d'enquête, avec l'hôte du jour qui est Vincent Monnier. Salut Vincent, comment tu vas? Bonjour Audrey, ça va? Ravi de te recevoir ici. Merci pour ton invitation. C'est un honneur. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, alors en quelques mots, donc, je m'appelle Vincent Monnier, je suis journaliste depuis 25 ans au Nouvel Observateur et aujourd'hui je travaille au service enquête du Nouvel Obs. Donc c'est le service qui traite un peu des affaires police-justice. Et moi je suis plus particulièrement tout ce qui est narcotrafic et aussi un peu délinquance financière. Et pourquoi tu as voulu devenir journaliste? Écoute, très jeune, j'adorais raconter des histoires, j'adorais faire des rédactions. Et plus tard, ça m'a repris, tu vois. À 25 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? J'étais parti pour faire de la communication, puis finalement, c'est pas ça, ou de la publicité, c'est pas ça qui me fascinait le plus. Et ce que j'avais envie, c'est de raconter des histoires, et d'aller dans des univers, d'essayer de comprendre, et après d'essayer de les retranscrire, de faire le récit de tout ça. Tu vois, en ce moment, je travaille sur un sujet que je connaissais pas la semaine dernière, autour, par exemple, c'est la flotte fantôme russe. Tu sais comment les Russes utilisent des bateaux fantômes, des pétroliers fantômes pour écouler leur pétrole, pour éviter les sanctions. Voilà, depuis 4-5 jours, je bosse là-dessus. Ça me fascine. Je lis la doc, j'engrange de l'info, je cherche à joindre des gens. Et je connaissais rien la semaine dernière, mais voilà, c'est ça qui me... Comprendre des univers, me plonger dans des univers, c'est ça qui m'intéresse. Mais pour faire ce métier, t'as fait quelles études? T'as fait des études de journalisme ou... Ouais, alors moi, au départ, j'étais pas du tout parti sur cette voie. J'ai fait un BTS, action commerciale, pour bosser pour faire vendeur. Et après, j'ai fait une licence de communication. Donc là, c'était vraiment pour aller soit dans la communication publique, soit la publicité. Puis au terme de ces 2 ans licence maîtrise, je me suis dit, c'est pas du tout ça que je veux faire. Et donc, c'est là où j'ai refait une école de journalisme. Effectivement, à l'époque, c'était un DESS à l'Institut français de presse à Assas. Donc, c'est Paris 2 pendant 1 an. Et quelles étaient tes inspirations au niveau du journalisme? Mes inspirations, moi, j'aime beaucoup Joseph Kessel, qui est un écrivain, voyageur, mais aussi un journaliste qui a fait beaucoup de reportages. Je suis pas du tout dans le même type de journalisme que lui, parce que lui il partait en grand reportage, beaucoup à l'étranger. Mais voilà, j'adore la façon dont il écrit, dont il décrit les personnages. Et voilà, si je devais citer une référence, ça serait lui. Et après, très jeune, mais toi t'as peut-être pas connu, j'adorais l'événement du jeudi de Jean-François Kahn. Et j'aimais bien le voir à la télévision s'énerver sur des sujets. Il débattait avec passion, de politique et d'autres choses. Et voilà, moi j'aime bien aussi ces vieux journalistes des années 80-90 sur les plateaux de télé. Ils étaient vivants, ils étaient incarnés, ils avaient du souffle. Voilà, après tu te dis, peut-être que j'ai envie de faire ce métier. Ok, écoute, c'est bon à savoir en tout cas de voir ces inspirations. Mais il n'y a que Joseph Kessel, t'en as pas eu d'autres? En journalisme, moi j'aime bien un écrivain, mais qui a commencé dans le journalisme, qui s'appelle Tom Wolfe, américain, tu connais, le bûcher des vanités. Et en fait, lui, ses livres, c'est des sortes de reportages sur 900 pages, mais très animés, très vivants. Non, tu vois, j'ai du mal à te citer d'autres inspirations. Parce que justement, quand toi tu commences, c'est tout de suite l'enquête ou c'est autre chose? Non, moi j'ai commencé, tu vas rire, j'ai commencé sur les sorties, et donc c'était vraiment mes premiers articles au Nouvel Obs, c'était sur les lieux branchés de Bretagne. Donc tu vois, je suis très éloigné de ce que je fais aujourd'hui. J'ai un peu tout fait, et puis après j'ai fait de la politique, mais la politique parisienne, j'ai fait des médias. Et puis après, je suis arrivé au service enquête du Nouvel Obs. Où là, je me suis vraiment focalisé sur les histoires judiciaires, Et tu savais que tu allais faire de l'enquête? politico-financières.
Tu savais que tu allais faire de l'enquête ou ça t'est venu? Quand j'ai commencé, non. Et après, ça m'est venu effectivement parce que j'aime bien les faits divers, j'aime bien les enquêtes, j'aime bien les affaires politico-judiciaires. Donc à un moment, tu as envie de travailler dessus. Donc c'est comme ça que ça m'a pris. Ouais. Mais au début, même au début, tu vois, mon premier rêve, si je puis dire, c'était faire un journaliste sportif, travailler à l'équipe. Oh. Ou au Parisien. Et finalement, je n'ai jamais fait de ma carrière de journalisme sportif. Et tu penses que Mais maintenant, je le ferai pas. Hein. Ça avance, Vincent. En tout cas, voilà, je te présente ton livre, Narcocratie, publié chez Albin Michel. Donc, Narcocratie, comment ils ont pris le pouvoir. Donc, on va revenir là-dessus. Narcocratie. Le mot narcocratie. Si on décortique, narcos, kratos, pouvoir des narcos. On est d'accord? C'est exactement ça. Pourquoi? Alors, c'est très compliqué, mais je vais essayer ouais, mais c'est exactement, c'est le pouvoir des narcos. C'est, à travers un mot, essayer de retracer ce qui s'est passé depuis 10-15 ans en Europe. C'est-à-dire que la montée en puissance, l'arrivée d'un nouveau pouvoir souterrain, clandestin, qui est celui des narcos, qui aujourd'hui ont atteint, pour les plus gros barons de la drogue, une telle aisance financière, une telle connexion des réseaux, qu'ils en arrivent à concurrencer ou en tout cas à déstabiliser certains États. Ça peut être des États des pays de l'Est, mais ça peut être plus près de chez nous, en Belgique, en Hollande, ce qui s'est passé ces dernières années là-bas, où on a vu des autorités assez bousculées par les narcos, avec des assassinats ciblés, des enlèvements ou des menaces d'enlèvement de personnalités, des avocats qui ont été tués, des journalistes, des avocats, des frères de témoins. Donc ça est allé très loin, là je parle de tout ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Donc voilà, c'était ça, c'est que en fait, narcocratie, c'est un peu comme voyoucratie, quoi. C'est-à-dire que c'est essayer de raconter cette montée en puissance en Europe des narcotrafiquants, qui, moi je fais que citer aujourd'hui François Molins, l'ancien procureur de Paris, qui considère qu'aujourd'hui la plus grosse menace qui pèse sur nos États, c'est plus le terrorisme, même si ça reste une menace, mais c'est la menace des narcos, incarnée par les narcotrafiquants. Et comment on en est arrivé là? Écoute, faut remonter tout ce qui se passe aujourd'hui a commencé il y a 10-15 ans, comme je t'ai dit. En fait, tout part de ce qui s'est passé en Amérique du Sud, et plus spécifiquement de ce qui s'est passé dans les 3 pays où on produit la cocaïne, qui sont la Bolivie, la Colombie et le Pérou. En fait, pour parler en bon français, le game changer, c'est la cocaïne. Tu vois, c'est tout ce qui a changé, c'est l'arrivée de la cocaïne de manière massive en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays d'Amérique du Sud? C'est qu'aujourd'hui, ils arrivent à produire de plus en plus de cocaïne. Ils augmentent les rendements et ils augmentent également les surfaces cultivables. Donc, ils se retrouvent avec beaucoup de cocaïne sur les bras, si je puis dire, et avec le marché originel, le marché principal, c'est les États-Unis. Mais depuis quelques années, aux États-Unis, la cocaïne est concurrencée par ce qu'on appelle les opioïdes, notamment le fentanyl, les drogues de synthèse, ce genre de choses, qui font des ravages au niveau sanitaire. C'est un cauchemar là-bas, c'est le chaos. Mais en fait, la part de marché de la cocaïne baisse à cause de la concurrence de ces produits. Donc, en fait, il faut comprendre que tout ça est une économie. C'est une économie souterraine, parallèle, illégale, mais c'est une économie. Donc, tu as des trafiquants sud-américains qui ont un marché où ils n'arrivent plus à écouler leurs marchandises. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent de nouveaux débouchés. Et là, ils se sont dit, tiens, on va essayer d'aller sur le marché européen et d'augmenter nos exportations vers l'Europe. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, comment ils ont fait? Ils ont profité aussi du boom du trafic maritime. Voilà. C'est-à-dire que par le passé, beaucoup de cocaïne arrivait en Europe par la voie des airs, soit avec des mules, soit avec des petits avions. Et puis, ils ont commencé le trafic maritime entre l'Amérique du Sud et l'Europe, notamment l'Europe du Nord, les grands ports d'Europe du Nord, Anvers et Rotterdam, Hambourg, Le Havre, a explosé ces dernières années. C'est lié à la mondialisation, à l'accélération des échanges, enfin tout ce genre de choses. Donc il y a de plus en plus de cargos qui circulent, de plus en plus de containers, et eux ils se sont dit on va juste infiltrer cette logistique. En plus on n'a rien à payer,
On a juste à mettre la drogue dans des containers et puis à la sortir une fois qu'elle est arrivée, à la sortir des ports une fois qu'elle est arrivée en Europe. Voilà un peu pour résumer à gros traits ce qui s'est passé. Et comme la cocaïne est en surproduction, le prix a baissé au gramme au détaillant. Donc, tu as d'une cocaïne qui est autour de 60, 70 euros. Voilà, donc je ne vais pas dire qu'il est devenu plus accessible, mais qui est devenu, qui a baissé, donc voilà, qui a touché. Parce que c'est venu en quantité industrielle, donc forcément le prix baisse. Exactement. Et même ce que je raconte dans mon livre, c'est que si tu veux, dans le business plan des narcotrafiquants, c'est qu'ils prennent en considération le fait qu'ils peuvent perdre certaines cargaisons. C'est-à-dire que si tu veux, ils envoient en même temps ou à intervalle, tu vois, à quelques jours près ou à quelques semaines près, 5 cargaisons de drogue d'Amérique du Sud vers l'Europe. Il suffit qu'il y en ait une qui passe, une sur les 4 ou sur les 5, et ils sont rentrés dans leur investissement et ils ont même fait une marge. C'est-à-dire que et si les 4 autres sont saisis, c'est presque $1 pour eux, tu vois. C'est-à-dire ils vont pas gagner de l'argent dessus, mais ils vont compenser par la 5e qui est passée avec le bénéfice qu'ils font. Donc en fait, ils sont tellement en surproduction qu'ils peuvent se permettre de perdre de la marchandise. C'est incroyable. Et comment en fait t'es venue l'idée d'écrire ce livre-là ? Moi, ça fait un petit moment que je bosse sur le narcotrafic, depuis 2015-2016, donc ça fait une dizaine d'années. Et puis, quand j'ai commencé, je connaissais pas grand-chose. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai vu qu'il se passait quelque chose et que ce que disaient les policiers, ce que disaient les magistrats qui étaient spécialisés dans ces domaines, c'est qu'il se passait quelque chose, que les quantités grossissaient, que les équipes se structuraient, que c'était beaucoup en France, mais aussi en Europe, hein. Mais en tout cas, en France, ça devenait de plus en plus professionnel. Et que les narcotrafiquants français étaient de plus en plus connectés internationalement. Donc, tu avais quelque chose qui se passait, quoi. Tu sentais qu'il y avait quelque chose en effervescence, en ébullition. Et puis après, il y a eu ces messageries cryptées, peut-être qu'on en parlera plus tard. Bien sûr, ouais. Mais qui étaient utilisées par les narcotrafiquants. Et là, donc c'était des messageries cryptées payantes, assez chères, qui étaient utilisées principalement même essentiellement par les narcotrafiquants, et que les polices européennes ont réussi à démanteler. Et donc, ils ont accédé à des millions, des milliards de messages. Et là, ils sont tombés de l'armoire quand ils ont vu les quantités qui circulaient, les sommes d'argent qui circulaient. En fait, même eux, dans leurs prévisions, dans leurs estimations, les policiers, ils se sont dit, mais on est en dessous de la réalité. Et moi, quand tu commences à avoir un peu à lire certains messages, c'est vrai que tu vois des choses, c'est ce que je te disais, tu vois que c'est $1 que les saisies et les mecs viennent de perdre. Bon, ils sont un peu furieux à un moment, mais je me souviens d'une conversation des Colombiens, ils se sont fait saisir 2 tonnes au Havre. Enfin, bon, au début ils sont furax, hein. Et puis après ils se disent bon, allez, on envoie tout de suite la prochaine cargaison. Donc, ils sont déjà dans l'après. Je vais pas te dire, je te dis que c'est $1, ils ont une perte financière, mais ils savent déjà qu'ils ont déjà. Ils perdent 2 tonnes et ils ont déjà une tonne qui est en instance de départ vers l'Europe. Donc, ils disent, on va compenser. Voilà. Et quand tu dis, ah ouais, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et j'avais envie de raconter ça, quoi. Les mutations de ces dernières années. Mais justement, Vincent, on va revenir sur certains points de ton livre. Parce qu'il y a un fil conducteur, en fait, on se rend compte que pour parler de narcocratie, il y a certains éléments qui reviennent souvent. Là, j'aimerais qu'on revienne justement ce dont tu parlais, la logistique. Donc, tout ce qui est port, Dockers, ouais, et tout ce qui est téléphone, avec les téléphones cryptés, etc. Qu'est-ce que tu peux m'en dire, justement, sur les ports? On parlait des différents ports tout à l'heure. Ouais, bah écoute... les ports, c'est la porte d'entrée de la cocaïne en Europe. Les principaux ports d'Europe, c'est Anvers, Rotterdam, Hambourg. Et il se trouve que tous ces ports sont au nord de l'Europe. Même Anvers, Rotterdam, c'est très très proche. Et en fait, c'est l'essentiel du trafic maritime va vers ces ports-là. Pour sortir, en fait, ce que j'ai découvert, au fur et à mesure de mes enquêtes, c'est que le narcotrafic, c'est un milieu très, très spécialisé, en fait. Tu sais, il y a une sectorisation par métier, quoi. C'est une tertialisation, enfin... chacun son métier. Et en fait, tu as des gens qui sont spécialisés, ce qu'on appelle dans les sorties de port. Donc, c'est des équipes
qui ne font que les sorties de la drogue. C'est-à-dire qu'on leur passe commande, on leur dit est-ce que tu peux sortir 2 tonnes du Havre. Donc eux, leur job, c'est sortir la drogue et de la remettre au commanditaire qui leur a demandé. Et ils touchent des sommes assez folles. Ça peut être à 3 000 euros par kilo sorti. Donc tu vois, quand il y en a 600, quand il y en a 1 tonne, ça fait quand même des sommes dingues. Et ces gens-là, c'est eux qui souvent sont chargés de recruter des dockers. Parce qu'en fait, pour accéder au port, quand tu n'es pas docker, quand tu ne fais pas partie du personnel portuaire, tu ne peux pas accéder aussi facilement. C'est quand même très, très surveillé. Il y a des badges, des surveillances. Donc, ils ont besoin de dockers pour sortir la drogue. Ils ont besoin de dockers pour la sortir des containers. Ils ont besoin de chauffeurs de camion pour sortir le container du port et après pour aussi ramener le conteneur vide, voilà, enfin vider de la drogue sur le port. Donc ils ont besoin de complicité et effectivement ils ont cherché à recruter depuis quelques années. Les dockers sont la cible de beaucoup de sollicitations de la part des trafiquants en fait, parce que tu peux rien faire sans les dockers. Sans l'aide des dockers, c'est impossible. Et c'est la même chose au Havre, à Anvers et à Rotterdam. Et donc en fait, souvent c'est des équipes locales, notamment au Havre, des équipes qui vivent dans l'agglomération du Havre et qui connaissent les dockers. Parce que le Havre, c'est une grande ville, mais ça reste une petite ville. Ils sont allés aussi, les dockers, ils sont assez nombreux. Je crois que c'est 2000-3000 dockers sur le port. Ils sont allés dans les mêmes écoles, ils sont allés dans les mêmes collèges, dans les mêmes lycées. Ils se connaissent. Donc les trafiquants, si tu veux, ils cherchent la faille. Ils cherchent la faille chez les dockers. Ils cherchent qui a besoin d'argent, qui vient de divorcer, qui aime bien aller au casino du Havre. Ils cherchent la faille, qui a un emprunt, qui vient d'avoir des enfants. Ils leur proposent de l'argent. Au début, ça commence par des sommes assez... ça peut être... dans mon livre, je donne quelques tarifs, tu vois. C'est ça, tu dis dans ton livre, page 33, depuis quelques années, les trafiquants sont donc prêts à payer pour s'attacher à leur complicité, 5 000 euros pour utiliser leur badge d'accès, 50 000 euros pour un chauffeur de poids lourd, entre 100 000 euros et 150 000 euros pour un conducteur de cavalier. C'est ça. Le conducteur de cavalier, c'est celui qui prend le... Cavalier, c'est la grande rue qui décharge les containers. Donc, c'est lui qui va chercher le container sur le bateau, qui le met à quai. Donc 150 000, pour certains, ça peut faire... C'est normal que ça fasse tourner les têtes. Ce que me disait un procureur, c'est le baiser du diable. C'est-à-dire qu'au début, ils acceptent. Ils se disent, bon, je vais le faire une fois. Je vais faire un coup, une fois. Je vais faire 100 000, 150 000 et après, j'arrête. Mais en fait, ils ne peuvent pas arrêter. Parce qu'après, les trafiquants reviennent toujours les voir. Au départ, c'est gentil. Est-ce que tu veux pas regagner 150 000 euros? Puis après, c'est quand ils refusent, quand les dockers refusent, ça devient plus agressif, plus menaçant. On les menace eux, on les menace leur famille, on leur envoie des photos de leur famille, de leurs enfants, et voilà, ils rentrent dans un engrenage infernal où c'est compliqué d'en sortir. Tu as quand même une vingtaine d'affaires d'enlèvement, séquestration de dockers ces dernières années au Havre, ce qui n'est pas rien, parce que ça, c'est les affaires qui sont sorties. C'est un peu la partie émergée de l'iceberg, parce qu'il y a pas mal de dockers, certains dockers certainement, qui n'ont pas porté plainte, qui ne sont pas allés voir la police pour se plaindre de ce genre de choses. En plus, il y a eu un meurtre aussi. Il y a eu un meurtre, ouais. 2020, je crois. Un meurtre, et puis un autre docker qui s'est pris une jambisation, on lui a tiré dans la jambe, et c'est des affaires qui remontent à 5 ans et qui n'ont toujours pas été élucidées. On n'a toujours pas retrouvé ni les commanditaires, ni les exécutants de ce meurtre et ces balles dans la jambe. Ouais. Mais justement, Vincent, le fait qu'il y ait... Là, il y a une augmentation du trafic. C'est-à-dire qu'en gros, il y a aussi une augmentation de la demande parallèlement. Ouais, exactement. Tu vois, c'est un des aspects que je n'ai pas traité dans mon livre, mais c'est effectivement la question... c'est pas la question centrale, mais c'est... Pour qu'il y ait une augmentation si ça augmente tant, les importations, c'est aussi qu'il y a un marché, qu'il y a une demande qui augmente. Et en fait, tu l'as quand même dans les chiffres. Mais aujourd'hui, c'est assez difficile de mesurer le nombre d'usagers de cocaïne ou de cannabis. Parce que c'est des études sur des gens du déclaratif. Donc les gens vont peut-être pas facile de dire que tu es un usager très quotidien ou
quotidien de ces drogues-là. Après, tu sais, il y a des études qui sont sur les eaux usagées des grandes villes pour voir la présence de cocaïne, de traces de cocaïne, de drogue dans les eaux usagées. Et en fait, ça augmente de partout. Et je vais pas dire que c'est exponentiel, mais ça augmente très, très rapidement. Et de toute façon, pour qu'il y ait autant de cocaïne qui rentre, par exemple, si je prends juste la cocaïne, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs en Europe. Le truc, c'est qu'en fait, on n'en parle presque plus. Il y a plus de... Comment dire? Il y a très peu de campagnes de... Et plus gros marché, c'est où? C'est en France? Je crois pas que ça soit en France, non. C'est une bonne question. Écoute, les Pays-Bas, la Belgique sont des gros consommateurs. Je crois que la ville où il y a le plus de traces de drogue, de cocaïne, enfin, si je te donne le top 3, peut-être que je me trompe, c'est de mémoire, il y a Anvers, il y a Zurich. Ah ouais, Zurich. Ouais, et je crois que Bruxelles est pas mal, et Paris aussi. Non, Paris est pas si mal classé dans ce... si on peut parler de bons classements Mais justement, en la matière. Pour en revenir justement, pour faire ce trafic-là, ils ont besoin de... on parlait de logistique. Logistique, il y a tout ce qui est téléphone, pour communiquer entre téléphones cryptés, etc. Je sais que tu en parles beaucoup dans ton livre. J'aimerais qu'on revienne là-dessus, justement, sur ces parce que messageries cryptées. Je te laisse la parole. Non, mais ces messageries, c'est super important. En fait, ce qui a aussi changé un peu la donne, c'est l'apparition de ces messageries au début des années 2010. Donc, je sais pas comment on peut les présenter. C'est des messageries cryptées. Alors, c'est un peu un signal ou un WhatsApp ou un Telegram, mais très, très plus performant, amélioré, avec des fonctions. À l'époque, il y avait c'était sur BlackBerry. Ils avaient leur messagerie cryptée. Ça a commencé par BlackBerry. Ouais, et les systèmes, après, se sont développés sur d'autres. C'est exactement ça. Ouais. PGB. Ouais, c'est ça. Et en fait, pourquoi je dis que ça a changé la donne? C'est qu'en fait, aujourd'hui, tu as des organisations qui sont un peu... tu as un noyau dur, le chef de file, qui est souvent à l'étranger, mais il a besoin de donner ses ordres, transmettre ses ordres, il a besoin d'être en contact avec ses troupes. Avant, tu sais, il y a dans mon livre, je parle les pizzini, tu sais, les petits papiers dans la mafia sicilienne utilisaient des petits papiers. Ouais, tu parles d'un quelqu'un qui était en cavale depuis. En fait, dans la campagne sicilienne, il avait à certains endroits précis, il mettait des petits papiers dans des pierres en langage codé et ces hommes venaient les récupérer et tu avais des ordres. Bon, là, c'est beaucoup plus facile avec les messages cryptés. Et en fait, tu as plein de messageries qui se sont développées comme ça et qui ont certainement favorisé le développement du business. Parce qu'en fait, non seulement tu peux transmettre tes ordres assez facilement, tu peux être dans différents pays et parler ensemble, et tu peux aussi contacter des gens de différents continents beaucoup plus facilement sur ces messageries cryptées. Et tu as des groupes chat, tu vois, des groupes WhatsApp où ils s'échangent. Est-ce que tu peux me récupérer est-ce que tu es intéressé par telle cargaison? Elle arrive tel jour? Ouais, voilà, ils font des échanges. Donc ça a facilité la communication entre les au sein d'un groupe criminel et entre les différents groupes criminels. Et c'est sûr que ça a changé la donne. Là, tu parlais de Sky ECC, tu parlais de Fantôme, je crois. Ouais, il y en a plusieurs. Dans le sens où, je crois que c'est Fantôme où, en gros, ils ont fait de la pub avec des rappeurs et ça intéressait pas trop. Mais dès qu'ils ont dit que c'est incryptable, là, à ce moment-là, tout le monde s'est rué dessus. Et après, bref, il y a une histoire où tu expliques qu'il devait vendre son téléphone. Je crois que c'est Vicente Ramos, si je me trompe pas. Il devait vendre son téléphone à des Colombiens qui s'avéraient être des policiers. Ouais, c'est les Américains, c'est les rois de l'infiltration. Donc effectivement, ils ont un rendez-vous avec lui dans une chambre d'un hôtel à Las Vegas, et puis ils se font passer pour des trafiquants. Et lui, il dit oui, moi, je vous garantis l'anonymat, vous pouvez faire vos affaires. Enfin voilà. Donc il s'est fait complètement. Et en fait, il l'attrape pour que lui puisse donner le système pour décrypter en fait les téléphones, c'est ça? Non, lui, il l'inculpe, enfin, il le met en examen. Je crois qu'aux États-Unis, c'est inculpé. Mais en fait, ils ont réussi à décrypter sa messagerie. Ils avaient réussi à le décrypter en parallèle. C'est pas lui qui a donné les codes. Mais par contre, effectivement, il y a une histoire absolument dingue où les Américains, toujours eux, ils récupèrent un des créateurs d'une de ces messageries. Ils en font une sorte de repenti. Ils commencent à travailler pour eux. Ils commencent à créer une messagerie qui s'appelle Anom.
qui a été créé par la CIA. Donc une messagerie cryptée créée par la CIA, qui a été vendue ensuite, vendue ou commercialisée auprès des narcotrafiquants. Sauf que derrière, la messagerie, la CIA avait tous les messages, forcément. Et ça a duré quelques mois. C'est après la chute de Sky ECC. Mais voilà, donc c'était la CIA qui a créé cette messagerie à destination de narcotrafiquants, ce qui est autorisé aux États-Unis, mais en France c'est impossible de faire ça. Ouais, mais le truc c'est que là, ça me fait penser à quelque chose. En France, il y a des policiers qui ont réussi à s'infiltrer dans des conversations. Tu sais, à l'époque où il y avait, je crois que c'est par rapport à Mohamed Abraham, à un moment donné, les policiers savaient qu'il y a la communication, ils ont réussi à le retrouver en fait. Ouais, grâce à ça, ouais. Alors ça, parce qu'en fait, ils sont passés par, je crois qu'il y a Signal ou enfin bref, ils ont réussi les policiers. Alors je sais plus mais ouais, ils ont fait beaucoup de travail sur la téléphonie. Bah ouais, parce qu'en fait, ils savaient que Amra, il était dans quelque part et que ces hommes, ils étaient ailleurs, donc il avait besoin de communiquer, ils avaient besoin. Et voilà, en fait. La force des organisations criminelles, c'est leur facilité à communiquer, mais c'est aussi leur talon d'Achille, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que les policiers ont réussi à pénétrer dans ce système, la communication, elle est obligatoire. Toute organisation criminelle a besoin de communiquer via des téléphones. Leurs téléphones, ils sont protégés, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont identifiés, que les policiers arrivent à rentrer dedans et voilà. On les laisse parler, justement. C'est à la fois leur force et leur talent d'Achille. C'est là où... C'est ce que tu dis dans le livre à un moment donné. Je crois que c'est les magistrats qui parlent. Les magistrats, ouais. Je crois que c'est en 2016, ils écrivent, deux juges d'instruction qui écrivent justement en disant que c'est de plus en plus dur d'appréhender, d'interpeller les... Je vais lire justement ce que Benoît Hurel et Vincent Lemonnier qui disent. Les véritables organisations criminelles sont souvent professionnelles pour que des techniques d'enquête classiques soient pleinement efficaces. Pour ces organisations, les filatures sont rapidement déjouées, les biens ne sont pas loués ou achetés aux identités de la véritable bénéficiaire. Les objets compromettants ne sont pas entreposés dans les domiciles officiels. Les transports de marchandises frauduleuses sont effectués par des subalternes n'ayant qu'un lien indirect avec les commanditaires. Par ailleurs, il est à peu près inutile d'espérer que les membres de ces organisations reconnaissent leurs responsabilités dans les faits dont ils sont suspectés, sauf à avoir compris les preuves rassemblées contre eux étaient accablantes. La principale zone de fragilité de ces organisations réside donc le plus souvent dans l'impérieuse nécessité qu'éprouvent leurs membres de communiquer à distance, d'où l'importance des preuves rapportées par les écoutes téléphoniques et l'exploitation des données informatiques. Leur laisser la possibilité de communiquer de façon occulte avec la certitude de n'être pas écoutés revient très clairement à leur donner un blanc-seing pour la commission de leurs infractions. Voilà. Donc c'est un peu prémonitoire de ce qui va se passer après, parce que quelques années plus tard, effectivement, les policiers français, belges et néerlandais vont réussir à démanteler Sky ECC et avant EncroChat, deux messageries cryptées qui vont leur apporter une mine d'informations absolument incroyable. Mais justement, on va revenir après là-dessus sur Sky ECC et EncroChat, mais on peut dire qu'en gros, l'usage de téléphones cryptés, c'était la ruée vers l'or pour eux, quelque part, pour les trafiquants. Ouais, ça leur a permis certainement de développer leur réseau, comme je te disais, de développer leurs activités. Il y a même certains trafiquants qui avaient investi dans des téléphones cryptés parce qu'en fait, tu as des abonnements. Bon, les téléphones sont un peu plus chers que les téléphones normaux, c'est entre 1000 et 2000 euros, pardon. Tu avais des abonnements qui étaient autour de 200 €, sauf que, en fait, tu dois équiper toute ton équipe. C'est-à-dire que toi, avec un téléphone crypté, tu peux appeler que des gens qui ont le même téléphone crypté de la même marque. Donc, il faut que tu équipes toute ton équipe, forcément. Donc, t'en achètes 10, t'en achètes 20, t'en achètes 30. Dans mon livre, je parle d'une commande de 80 pour une équipe de trafiquants. Et donc, voilà, ça représente pas mal d'argent. Surtout qu'il faut en changer assez rapidement parce que ça a beau être crypté, ils se méfient quand même. Donc, tous les 3 mois, tous les 4 mois, ils changent de téléphone, ils en rachètent un ou ils changent d'abonnement. Donc, en fait, ça représente peut-être une manne pour les trafiquants, mais aussi pour les sociétés qui exploitent ces téléphones. Et c'est pour ça qu'il y avait certains trafiquants, notamment en néerlandais, qui avaient investi dans des téléphones cryptés en se disant, ça peut être une bonne source de diversification de nos activités. Bon, je vais un peu provoquer, mais est-ce que ces sociétés-là ne font pas justement ces téléphones pour les trafiquants, quelque part ? C'est la question qu'on peut se poser.
Ouais, tu as raison. En fait, au départ, c'est pas. Elles te disent oui, c'est pour protéger vos communications, c'est pour lutter contre l'invasion de certains États dans vos communications privées. Ça, c'est l'argument publicitaire. Mais après, tu vois que ces sociétés, certaines, elles ont. Alors, SkyECC avait pignon sur rue, c'était enregistré, c'était une société. Connu au Canada, mais EncroChat, c'est beaucoup plus flou. Tu sais même pas où est le siège, tu sais pas qui est le dirigeant. Donc, tu vois, ils évoluent dans une sorte de zone grise. Et effectivement, à un moment, ces sociétés, grâce à leur téléphone, via leur téléphone, elles proposent des services qui ne peuvent intéresser que des gens qui peuvent avoir des problèmes avec la justice. Notamment, il y a une fonction qui te permet d'effacer ton téléphone à distance ou avec un code de détresse. Tu entends le code et tout le téléphone... alors, ça peut être un mari qui trompe sa femme qui a besoin, mais bon, effectivement, ces fonctions-là, elles intéressent plus particulièrement les narcotrafiquants. Et surtout que, je parle de SkyECC, alors ils peuvent se dire, bon, nous, on ne savait pas que ces gens étaient narcotrafiquants, mais par exemple, SkyECC recevait, le service clientèle recevait des demandes d'effacement à distance des téléphones parce que les personnes avaient été arrêtées, donc leurs complices disent, venaient d'être arrêtés, est-ce que vous pouvez effacer en urgence ce téléphone? Il vient d'être arrêté, donc ils ne pouvaient pas ne pas savoir que ces gens-là, en tout cas, évoluaient dans une sorte d'illégalité. Mais justement... Effectivement, il y a peut-être... oui, c'était peut-être, comment dire, un peu... soit c'est de la naïveté, soit la complicité. Soit de la complicité. C'est pour ça qu'il y a SkyECC, dont le fondateur, qui est canadien, donc la messagerie cryptée, il est renvoyé devant la justice française à l'été prochain, en septembre 2026. Mais justement, quand on leur dit d'effacer les messages, etc., il n'y a pas forcément de contrat entre le client et le vendeur. Mais quand ils effacent les messages, ils voient ce genre de choses. Comment c'est possible en fait de pas forcément coopérer, de se dire non, je peux pas effacer parce que ça peut être compromettant en fait. Ouais. Comment c'est possible? En fait, eux, ils voyaient pas les messages, ils savaient pas. C'est ce qu'ils disent, hein, mais je pense que c'est vrai. La messagerie cryptée n'avait pas accès aux messages, donc ils savaient pas le contenu de ces messages. Bon, ils reçoivent des demandes, c'est dans leur si tu veux, dans leur politique marketing, ils ont ce service-là. On peut effacer à distance vos téléphones si vous nous le demandez. Donc, voilà, c'est un service qu'ils proposent. Donc, ils ont des demandes. Donc, oui, effectivement, après, de toute façon, je pense qu'AECC, sur leur politique commerciale, tu avais un passage où ils disaient qu'ils ne pouvaient pas collaborer avec les services de police, tu vois, donc... et qui ne répondaient pas aux demandes de judiciaires émanant de pays qui n'étaient pas le Canada. Voilà. En fait, ils donnaient un argument, on ne peut pas coopérer parce que nous n'avons pas accès, on ne sait pas qui sont les gens qui sont derrière, puisqu'en fait, les gens qui achetaient ces téléphones les achetaient de manière anonyme. C'est-à-dire que tu n'avais pas besoin de donner ton nom, ton identité, quoi, en fait. Tu avais un pseudo, tu payais en cash ou en bitcoin, donc il n'y avait aucun moyen de tracer qui était derrière. Mais à partir de quand on entend ça, des gens anonymes, on coopère pas, tu sais très bien qui va acheter ton téléphone. Tu peux avoir un gros doute sur qui va acheter ton téléphone. Bah oui, quand c'est ça ta politique, tu sais très bien qui va acheter. Je sais pas si par exemple, tu vois Telegram, parce qu'on parle de messages cryptés, les gens allaient sur Telegram et faisaient tout et n'importe quoi, tu vois. Bien sûr. Parce que c'était permis, qu'il n'y avait pas forcément de suivi. Alors que si c'est WhatsApp, tu te rends compte que les gens ils se comportent de manière différente. C'est normal. Écoute, ça va être tout le débat devant la justice française. Ça va être les premiers procès, donc c'est l'année prochaine. Ça va être autour de ça. Les arguments de ces sociétés, c'est de dire on ne contrôle pas qui sont nos utilisateurs. WhatsApp, il y a bien des trafiquants qui sont sur WhatsApp ou sur Signal, et les fondateurs de WhatsApp et Signal sont pas poursuivis par la justice. Ouais, donc, le chef de Telegram, il a eu des problèmes. Oui, récemment, avec la France. Mais oui, parce qu'en fait, bien sûr, tu as raison. Et en fait, les arguments de la justice, au contraire, c'est
c'est ce que tu viens de dire, c'est de dire, mais ces messageries ont été créées spécialement pour les narcotrafiquants et c'était la seule cible et la seule clientèle de ces messageries. Donc voilà, tu vois, il y a un... moi, je suis journaliste, donc je pense pas. Ça marche, ok. Et là, on a parlé logistique. Là, on va parler des personnes. Justement, dans ton livre, tu parles tu commences par le super cartel, en expliquant, justement, c'est les utilisateurs, parmi les utilisateurs, justement, de ces téléphones-là. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, parler un peu de ce qu'ils ont fait, ces faits d'armes, etc. Par quoi tu veux commencer Vas-y, je te laisse. Ce super cartel, en fait, la scène d'introduction du livre, c'est une scène de mariage qui se déroule au dernier étage d'un hôtel de luxe, 7 étoiles. Ça pourrait être un film, hein. Tu sais, le début, comment tu commences, ça peut être l'idée d'un film. C'est exactement ça, ouais. Mais c'est très cinématographique et à la fois, c'est très symbolique. Cinématographique parce que ça se passe à Dubaï, c'est une débauche de moyens, dernier étage du Burj Al Arab, c'est un hôtel 7 étoiles. Moi, je savais même pas qu'il y avait des hôtels 7 étoiles, qui est en forme de voile, qui est très connu à Dubaï et qui est construit sur une île artificielle. Et donc, tu as Daniel Kinahan, qui est officiellement un promoteur de boxe, assez en vue, hein, il est assez connu, hein, irlandais. Ça, c'est officiellement, c'est la façade légale. Et la façade moins légale, c'est en tout cas derrière la façade, en fait, c'est lui qui soupçonnait fortement, très très fortement, de gérer, d'avoir repris le business qui a été monté par son frère, par son père, qui s'appelle Christopher Kinahan, qui est un trafiquant irlandais de drogue. Ils ont créé, donc c'est vraiment un clan familial, hein, parce qu'il y a aussi le frère qui gère partie de la logistique. Et en fait, ces trois-là, ils ont construit un empire criminel qui est évalué aujourd'hui, la fortune, c'est autour de 1,5 milliard, pour te dire un peu le... Voilà. Et ça, c'est juste une évaluation, hein, parce que tu imagines qu'il n'y a pas des bilans très précis de leur chiffre d'affaires. Mais enfin, voilà. Donc, c'est en 2017, il se marie avec une Irlandaise qui est originaire comme lui de Dublin et qui est la veuve d'un trafiquant de drogue qui a été tué devant chez lui quelques années plus tôt. Il se marie donc en grande pompe. Il y a 200 invités. Il y a une consigne qui a été passée à tous les invités. Tous les invités, ils ont reçu la même consigne, c'est-à-dire de ne pas faire de photos, interdiction formelle de prendre la moindre photo et de parler sur les réseaux sociaux de cet événement. Tout ça doit rester hyper confidentiel, très discret. Et en fait, la DEA, qui est l'agence antidrogue américaine, toute puissante, celle qui a fait tomber Pablo Escobar, elle a eu vent de ce mariage. Et on ne sait pas comment ils ont réussi à en infiltrer. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient des informateurs à l'intérieur de la salle, parmi les convives? C'est possible. Est-ce qu'ils avaient installé en amont, tu vois, un système de surveillance? C'est possible aussi. Mais en tout cas, ils ont eu pas mal d'informations sur ce mariage. Et ce qui les a intéressés, c'est la liste des invités. C'est pas la liste des cadeaux, ça, mais la liste des invités. Et dans la liste des invités, ils tombent sur des noms. Ils se disent, oh là, il y avait pas mal de trafiquants, mais il y avait surtout 4 gros trafiquants européens, parmi les plus gros barons de la drogue, de différentes origines. Tu avais un Italien qui s'appelle Raffaele Imperiale, qui est un peu ce qu'on appelle le broker. C'est lui qui achète la drogue et pour la Camorra, pour la mafia napolitaine, mais il travaille aussi pour la 'Ndrangheta, qui est la mafia calabreuse, qui est très très puissante. Tu as aussi El Rico, donc lui, il est un Chilien qui a quitté le Chili sous Pinochet avec ses parents et qui a grandi aux Pays-Bas et qui est soupçonné d'être un des interlocuteurs des cartels sud-américains en Europe. Lui, il a formé équipe avec Redouane Taghi, qui est un Marocain qui a grandi aussi aux Pays-Bas, qui n'est pas encore très connu à l'époque, mais qui va faire beaucoup parler de lui par la suite. Et puis, tu as un Bosniaque qui, lui aussi, est né en Bosnie, mais a grandi aux Pays-Bas. Donc, il y en a quand même qui sont de la même région. Et lui, il s'appelle Edin Gacanin. Et lui, je raconte dans mon livre, un jour, il va à Dubaï. Il va acheter la dernière Ferrari, la Ferrari. Et on lui dit, monsieur, donc il va au concessionnaire. On lui dit, monsieur, pour acheter la Ferrari, il faut déjà en
en avoir acheté 5 ou 6, je ne sais plus le chiffre. Il dit OK. Et le lendemain, il revient. Il achète 3 Ferrari, parce qu'il en avait déjà 3, plus la Ferrari. Donc, sans coup fait rien. Ben voilà, il fait le chèque ou il fait le virement. Ça ne lui pose aucun souci financier. Et donc, il a la voiture. Et après, un policier m'a raconté qu'il avait payé autour de 1 million d'euros pour avoir une plaque d'immatriculation spéciale. Donc, juste pour avoir cette plaque d'immatriculation. Ah, mais parce qu'ils ont plus le. Et tu as des vidéos sur Internet où tu peux le voir en train de faire le tour de ses Ferrari dans son garage à Dubaï. Et ouais, c'est assez impressionnant. Voilà, donc il y a ces barons de la drogue et donc la DEA qui a des contacts, qui sent qu'il se passe quelque chose. Et elle a des contacts avec les services européens, de police européens. Ils discutent tous ensemble. Ils se disent, mais c'est pas un hasard si ces types-là, ces barons de la drogue, sont tous ensemble à un mariage. Il se passe quelque chose et on a déjà des infos qui montrent qu'il se passe quelque chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, tu sais, on a l'habitude de penser que tous les trafiquants se font la guerre, qui se tirent dessus. Voilà. Alors c'est vrai, hein, mais il ne faut pas que la guerre. Certains font aussi des affaires ensemble. Et là, ce qu'ils ont créé, alors les Européens, Europol a appelé ça un super cartel. C'est pas vraiment un super cartel au sens... ils prennent pas toutes les décisions ensemble, ils se mettent pas tous d'accord, mais en tout cas, ils nouent des alliances ponctuelles. C'est une sorte de nouveau un syndicat du crime 2.0. Donc, pour importer ensemble de la marchandise, de la drogue, de la cocaïne, ce qui fait baisser les prix, parce que t'es plusieurs à acheter. Tu mets la logistique en commun, ce qui fait aussi baisser les coûts. Et après, chacun se débrouille dans son pays, fait ses affaires. Et après, pour le blanchiment, on se refile aussi des plans, on utilise les mêmes blanchisseurs, ce qui permet aussi de faire des économies. Et puis après, on se refile des cash, des coups de main. Mais chacun, c'est-à-dire qu'ils sont chacun garde son indépendance, chacun travaille aussi ponctuellement avec les autres. Et voilà, c'est une nouvelle forme d'organisation plus souple du narcotrafic. Et eux, ces trafiquants, à un moment, c'est toujours difficile de faire des estimations, mais selon Europol, ils représentaient 1/3 du trafic de cocaïne à eux seuls en Europe, ce qui est quand même assez énorme. C'est énorme, c'est incroyable. Et dans ces 5 messieurs, il y en a qui sont tombés. Ouais, aujourd'hui, sur les 5, alors, donc pour les Européens, ils sont 5, et pour les Américains, ils sont 7. Ok. Et les Américains ont trouvé un nom, ils ont été inspirés par Ocean 11. Parce que comme tous ces types étaient en cavale ou en réfugiés ou vivaient à Dubaï, ils ont appelé les Dubai 7. Donc sur les 7 ou sur les 5, aujourd'hui, il n'y en a que 2 qui sont encore Daniel Kinahan, le marié, qui est toujours recherché depuis de nombreuses années, qui est certainement à Dubaï, enfin on pense qu'il est à Dubaï, mais qui n'a jamais été arrêté. Et Edin Gatchanin, l'acheteur des Ferrari, qui lui a été arrêté 2 fois à Dubaï et relâché 2 fois. Il a été condamné en son absence aux Pays-Bas et 7 ans de prison, je crois. Et les Pays-Bas n'arrivent pas à le faire extrader. Par contre, les autres, ils sont tombés, effectivement. Il y a 2 choses qui me viennent. Raphaël Imperiale, il a commencé à parler. Comment c'est perçu par ses collègues de jeu? Écoute, ouais, lui, il a parlé en Italie. En fait, tu as un système qui a été mis en place il y a quelques années pour inciter au repentir, un système de repenti pour inciter les anciens mafieux à faire des révélations en échange d'une remise de peine. Mm-hmm. Effectivement, lui, il a commencé à parler. Je ne sais pas s'il a beaucoup parlé, ou en tout cas, il a raconté pas mal de choses, mais et il a eu une petite remise de peine. Mais est-ce qu'il a donné des infos que les policiers connaissaient déjà? Je ne sais pas s'il a révélé toute l'étendue du système. Parce qu'il est présenté comme la balance. Tu sais, ouais. Mais en fait, je ne sais pas si c'est vraiment une balance. Tu vois, je pense qu'il a donné des infos en sachant que les policiers étaient déjà au courant de certaines choses. Okay. Mais en fait, y a ce qu'il a dit, ses déclarations, mais il y a aussi ce qu'il a raconté sur les messages captés. Et là, voilà. Et là, il envoyait des tonnes et des tonnes de messages. En fait, les policiers, quand ils décryptent SkyECC, c'est parmi les premiers messages qui apparaissent, il y a les siens, en fait. Et c'est là où il voit le luxe dans lequel il vit, les affaires qu'il brasse, voilà. Et
j'ai un message que je cite dans mon livre. À un moment, et il discute avec un Italien aussi, un mafieux italien. Il dit moi, j'ai perdu, depuis le début, depuis ces dernières années, je me suis fait saisir, j'ai perdu 50 tonnes de cocaïne, ce qui représente une somme folle. Mais il est toujours à flot financièrement, en fait. C'est-à-dire que même la perte de ces 50 tonnes, même si ça a pu l'affecter financièrement, il s'est refait, en fait. Il a une organisation, il a un comptable qui fait le coût de, si tu veux, annuel. Le budget annuel, c'est autour de 3 à 4 millions. Il paye des salaires à différentes personnes, et il leur paye un 13e mois à ses employés, il leur paye, quand ils vont en prison, ils ont une assurance, c'est-à-dire que leur famille, leur femme, parce que c'est quand même souvent des hommes, touchent une sorte d'allocation mensuelle. Il leur paye des maisons, enfin voilà. C'est une vraie organisation très très structurée. Et pour te dire, pour revenir, effectivement, donc il a donné beaucoup d'informations, beaucoup plus d'informations à travers ses messages, en sachant, lui, il pensait qu'il n'était pas écouté, qu'il serait jamais, que cette messagerie ne serait jamais hackée. Donc il s'est livré, il a livré des tonnes et des tonnes d'informations. Et les autres, c'est pareil, quoi. Donc il y a ce qu'ils peuvent révéler, ou vouloir révéler, ou faire semblant de révéler en audition, et puis il y a aussi ce qu'ils ont révélé par devers eux lors de leurs échanges sur les messages cryptés. Là, j'ai justement, après, on va revenir sur Ridwan Tari, mais justement, il y a. Si je te dis Boljos, ça te dit quelque chose? Ouais, c'est une histoire, ouais. Parce que lui aussi, ça. Ouais. Écoute, moi, j'en parle pas beaucoup, j'en parle un tout petit peu dans mon livre, mais cette histoire, donc c'est celui qui est en Sierra Leone actuellement, ouais, et qui apparemment va avoir un enfant avec la fille adultérine du dirigeant de Sierra Leone. Ouais, exactement. Et en fait, il est apparu, c'est ça, à la fin de l'année dernière. C'est sa photo dans une, je sais plus où. Ouais, une cérémonie pour Noël. Je crois que c'était dans une église. Des photos qui sont. Alors, je sais plus si les photos elles sont diffusées sur le site de la présidence de Sierra Leone ou sur le site de la femme du président. Enfin bref, sur le Facebook. Et effectivement, tu le vois dans les premiers rangs. Il a un peu changé physiquement, mais voilà. Et juste à côté de lui, il y a la fille du président. Et je crois qu'ils ont un enfant aussi. Ouais, donc, en fait, il est recherché en Belgique, il est recherché à Anvers. C'est l'un des plus gros trafiquants. Et donc, des gens sont tombés sur cette photo. On dit, mais c'est pas possible, c'est Boljos. Et en fait, oui, c'est bien lui. Et donc, il le pense à Dubaï, parce qu'il a acheté pas mal d'immobilier à Dubaï. Il était en cavale là-bas. Et il le retrouve en Sierra Leone. Pas n'importe où, quoi. Tu vois, près du président de la République de Sierra Leone. C'est incroyable. C'est une. Alors, je sais pas s'il est encore. Je pense qu'il y est encore. Hein. Il est dans la famille présidentielle, il craint rien. Je pense qu'il a même un passeport, à mon avis, il a dû sortir. Il a dû avoir un passeport diplomatique. Ouais, il y a tout un commerce des passeports diplomatiques, effectivement. Mais justement, quels sont les pays qui sont visés, à qui on demande ces passeports diplomatiques? C'est les pays un peu, comment dirais-je, beaucoup corruptibles. Ouais, t'as pas mal de pays africains. Dans une affaire au Havre, t'as un. Guinée-Bissau, ouais. Ouais, je sais plus si c'est Guinée-Bissau, Guinée équatoriale. En tout cas, voilà, et un trafiquant qui, pour 20 000 euros, s'est fait un passeport diplomatique. Il est même conseiller auprès de la présidence pour l'immobilier. Enfin, tu vois, tu te dis. Wow. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Mais après, il y a aussi des passeports. Il y a les passeports diplomatiques, mais il y a aussi des faux passeports tout simples, en fait. Parce que ces types, ils arrivent à voyager, tu te demandes comment, en fait. Des faux vrais passeports ou des vrais faux? Des vrais faux passeports, ou des faux vrais, je sais pas, mais en tout cas, donc ça veut dire qu'ils ont des connexions pour avoir des faux papiers qui tiennent la route. Hein. Parce que des fois, ils rentrent, notamment à Dubaï, ils arrivent sous des fausses identités. Ridwan Tari ou Taghi, il est arrivé à Dubaï, il était recherché quand même à l'époque, hein, sous des fausses identités, avec des faux papiers. Et donc, à Dubaï, quand tu connais les contrôles, tu peux dire que c'est des faux papiers de qualité. Ou alors, peut-être qu'il a corrompu un douanier, mais j'en suis pas sûr. Mais voilà, donc ils ont quand même... ils savent faire... ils ont des réseaux. Encore une fois, c'est la spécialisation. Il y a des réseaux qui sont spécialisés uniquement dans la fourniture de faux papiers. Mais justement, là après, il y a justement le chef de la Mokro Mafia aussi qui a été arrêté. Justement, tu as dit qu'il
n'était pas forcément connu à ce moment-là, mais qui est devenu connu par rapport à nombre d'assassinats qui a été commis, et qui même en prison, comme on dit des choses, essaye de s'évader, etc. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Ouais. Eh bien, écoute, là, en ce moment, il est en appel. Donc, c'est Redouane Tari. Il est soupçonné d'avoir commandité depuis sa prison plusieurs assassinats. Et puis, avant, effectivement, il est en procès en appel. C'est un des plus gros procès aux Pays-Bas. Et là, depuis, je crois que c'est 2-3 mois, il n'y a aucun avocat qui le défend. Il n'a pas d'avocat. Pourquoi? Parce que je crois qu'il n'y a plus personne ne peut le défendre. Voilà, c'est compliqué. Et en tout cas, ces 3 derniers avocats, ils ont été mis en examen. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en gros, Et ouais. pourtant, c'est pas. Alors, le premier qui a eu des soucis, c'était son cousin, qui n'était pas forcément un avocat criminel, qui a été embauché dans l'équipe de défense. Mais effectivement, l'objectif, comme Tari est dans une prison de haute sécurité, très haute sécurité aux Pays-Bas, à l'isolement, il avait besoin de communiquer avec ses hommes, donc il a fait passer des messages via son cousin qui était avocat, et le cousin était. Les policiers néerlandais se sont aperçus et ils ont mis en prison, en examen en prison le cousin. Et il y a eu aussi une des plus grandes avocates qui l'a défendu, des Pays-Bas, qui est une ténor du barreau là-bas, qui a aussi été inquiétée, qui a été placée en détention, on ne sait pas où, pendant 15 jours dans une prison secrète, t'imagines, aux Pays-Bas. Elle est aussi soupçonnée d'avoir fait passer des messages entre Taghi et son organisation à l'extérieur de la prison. Et puis, tu as un autre avocat assez connu, même très connu aux Pays-Bas, qui a repris ensuite la défense. Et même chose, il y a moins d'un an, il était placé en détention, il est sorti aujourd'hui, mais même chose. Est-ce que tu n'es peut-être pas obligé de, en fait, quand tu Donc t'engages... aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est un cas compliqué pour les avocats. Ils ont peur d'être sur écoute, ils ont peur de... Voilà. Donc en tout cas, ça fait... son procès en appel a débuté. Il a quand même, en première instance, il a été condamné à la réclusion à perpétuité, donc c'est pas rien. Il est soupçonné de 5 ou 6... accusé de 5 ou 6 meurtres. Il était à Dubaï, il a été extradé. Ouais, c'est toute une histoire. Hein. Mais justement, il faut qu'on parle de Dubaï. Est-ce que Dubaï, c'est toujours l'Eldorado pour les trafiquants? Écoute, là, j'ai des informations un peu contradictoires. Ouais. Oui, je te dirais oui. En tout cas pour leur argent, c'est-à-dire que l'argent, elle reste à Dubaï. L'argent n'est jamais extradé. Après, eux, il y a quand même, pendant très longtemps, ça a été une zone où il y avait, un émirat depuis lequel il y avait peu de coopération judiciaire et peu d'extradition. Ça change un peu, mais ça, tu vois, là, récemment, ils ont extradé, après 2-3 ans de demande de la France, un des plus gros, quelqu'un qui est soupçonné d'être un des plus gros trafiquants français qui est basé au Havre. Mais ça a pris 2-3 ans. Est-ce que c'est toujours l'Eldorado? En tout cas, il y a toujours beaucoup de trafiquants qui se sont réfugiés et qui vivent encore sur place, ouais. Parce que là-bas, tu as l'impression que c'est une coexistence pacifique. Personne, il n'y a pas de règlement de compte. Tout le monde c'est fait exactement ça. Tout le monde Ils y fait vont ses pour la trafics. sécurité. Parce que c'est des. Tu vois, effectivement, ça a remplacé un peu la Costa del Sol, qui est dans le sud de l'Espagne, toute la zone autour de Marbella, Malaga. Exactement. Mais c'était une zone beaucoup moins sécure, si je puis dire. Il y a eu pas mal d'assassinats, pas mal de règlements de compte. À Dubaï, j'ai pas connaissance qu'il y ait de règlements de compte entre trafiquants. T'en as eu? Il y a eu des tentatives, tu vois. Dans mon livre, je parle d'une tentative d'assassinat, mais en fait, ils sont pas allés au bout parce qu'ils se sont dit. En fait, c'est un havre pour eux. C'est à la fois un refuge et c'est à la fois une place de marché où ils investissent leur argent, où ils font des affaires. Donc, ils n'ont aucun intérêt à ce que la situation dégénère sur place, au risque d'être expulsés du pays. Parce qu'en fait, Dubaï, il y a un policier qui m'a donné une image, j'aime bien l'utiliser, il me dit c'est l'île de la tortue moderne. Tu sais, l'île de la tortue, c'est l'île où tous les pirates, dans les temps anciens, se réunissaient et, avant d'aller partir faire leurs affaires. À Dubaï, c'est un peu ça aujourd'hui. Mais ils ont aucun intérêt à ce que ça dégénère là-bas parce qu'ils ont leur argent et ils ont leur maison, ils ont leur vie et
ils ont la possibilité que les extraditions soient très très compliquées. Donc voilà. Après, on a parlé maintenant de quelques trafiquants qui auraient migré vers la Turquie, vers l'Asie aussi. Voilà. L'Asie. Ouais, Hong Kong ou des villes comme ça. Après, je pense que quand même Dubaï reste encore aujourd'hui La place forte. une place forte. Ouais. Même si effectivement certains, notamment pour les Français, peuvent aussi se dire bon, Dubaï c'est plus sûr, je retourne soit en Algérie ou au Maroc quand j'ai la double nationalité. Mais alors Algérie, il y a pas d'extradition, mais pour le Maroc, il peut y avoir quelques extraditions. On les a vues récemment. Ouais. Et si je te parle de narco-État, Ouais. qu'est-ce que tu peux me dire? Narco-État. Vaste notion. Alors moi je pense que si tu En tout cas, narco-État. narco-État, je pense que c'est un État où les narcos auraient le pouvoir suprême. C'est ça. En fait, Je vais te dire, en France, c'est pas le cas. Et je pense que même parce que quand ça a dégénéré aux Pays-Bas et en Belgique, il y a eu pas mal de débats dans la presse entre les politiques pour ça. Et certains politiques disaient nous sommes devenus un narco-État. Je crois que c'est pas encore le cas. il y en a qui le pensent. En tout cas, narco-État, selon le Fonds monétaire international, la définition, c'est un État dont toutes les institutions légitimes ont été pénétrées par le pouvoir et la richesse issus du trafic illicite de drogue. Non, c'est pas le cas. Pas encore. On en est pas loin ou pas? On en est encore loin, mais ça veut pas dire que on est dans un début ou assez avancé peut-être de pénétration du narcotrafic, des narcotrafiquants, de tentative de pénétration de l'économie, des institutions. Donc on est au début de ça. Parce que si on fait rien, on peut devenir, alors peut-être pas un narco-État, mais en tout cas, oui, il y a un risque de déstabilisation majeure. Ça, c'est indéniable. Narco-État, c'est par contre... Non, vas-y, je t'en prie. Effectivement, à travers les messageries et de l'enquête sur les messageries, tu peux t'apercevoir ce qui s'est passé dans certains pays comme l'Albanie, où là, effectivement, il y a une corruption de dingue qui remonte au plus haut sommet de l'État, au plus haut sommet policier. Même chose en Bosnie. Moi, je raconte en Bosnie l'histoire de toujours Edin Kachanin, qui en fait, lui, est allé dans sa stratégie, si tu veux, d'infiltration de l'État, d'infiltration du monde politique. Il s'est dit, moi, je vais financer tous les partis politiques. Quel que soit le vainqueur, c'est moi qui gagne au final. C'était ça, sa stratégie. Il avait les moyens pour financer tout. Il a même créé il commençait à créer, avant que ça soit découvert, une candidate. Une candidate qu'il a lancée dans la politique. Sa propre candidate. C'est incroyable. Et en fait, voilà, donc pour l'instant, on se dit, c'est loin. Mais aujourd'hui, tu sais, là, pour les prochaines municipales, il y a des gens qui sont chargés d'étudier les comptes de campagne, comment les candidats vont financer leur campagne. Il y avait une interview la semaine dernière du responsable de cette commission et qui disait, en fait, sa plus grosse inquiétude aujourd'hui, c'est le financement par des narcotrafiquants de candidats aux municipales. Donc, ils vont regarder de très près ça. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de cas en France, pour l'instant. Mais en tout cas, c'est un sujet de préoccupation. Parce que si on parle de narco-État, si on prend la définition de Max Weber, l'État, donc un endroit où il y a un peuple, donc peuple, territoire et monopole de la violence physique légitime. Donc peuple, on l'a, territoire, on l'a, monopole de la violence physique légitime. Quand tu regardes comment on peut régler des comptes, on essaie de, comment dirais-je, tentative enfin, penser du moins de vouloir enlever un ministre de la Justice, c'est très grave. Ouais. Ou même une princesse, je crois, princesse de Pays-Bas. Ouais. C'est très grave. Ouais, effectivement. Donc, tu sens qu'on s'en approche quand même quelque part. Oui, il y a des signaux inquiétants. Ça, je vais pas te dire le En tout cas, dans ces pays, la Belgique. Parce que, même en France. Même en France. Il y a des tentatives de contrôle du territoire. Effectivement, oui, il y a des signaux qui sont très, très inquiétants là-dessus. Après, est-ce que une mafia qui veut durer a intérêt à... comment dire ? Tu prends l'exemple de la Ndrangheta, c'est la mafia calabraise. C'est la mafia peut-être la plus discrète du monde. Et pourtant, elle a tissé sa toile partout, non seulement en Italie, mais aussi en Europe. C'est pour ça qu'elle s'appelle dans la discrétion, tu vois, la pieuvre.
Et donc, en fait, pour revenir sur les fusillades et tout ça, est-ce que même les assassinats qui ont eu lieu aux Pays-Bas, tu te dis, est-ce que, en fait, en choisissant d'éliminer des avocats, des journalistes, des frères de repentis, est-ce qu'ils n'ont pas signé aussi, pas leur arrêt de mort, mais en tout cas la fin de. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, ah non, c'est plus possible, tous les moyens policiers ont été mis sur cette organisation pour la démanteler. Ouais, ça ressemble un peu à la fin de Pablo Escobar, quelque part. T'élimines tout le monde. Ouais, de narcoterrorisme, narco-homicide aussi. Mais en tout cas, pour l'Albanie, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent que ça ressemble vraiment à. Ils ont changé. Qui le qualifient de narco. Oui, bien sûr. Ils ont changé pratiquement. Je sais pas si c'est pas un tiers de tous leurs magistrats, tu vois, qui ont été révoqués et sur des soupçons de compromission. Après, tu as le cas en Allemagne d'un procureur, là, on a assez élevé, qui lui aussi a été poursuivi parce qu'il est en contact avec des narcotrafiquants. Donc là, on est à un niveau déjà dans la magistrature assez élevé, et on est en Allemagne, donc pas un pays où tu te dis... Et c'est pas loin. Et c'est pas loin, ouais. Tu me tends la perche par rapport à la compromission, parler de corruption. Alors, il y a beaucoup de choses à dire au niveau de la corruption d'agents publics. Donc, tout à l'heure, on parlait des dockers, on peut parler de la police, des greffiers, notamment greffiers pénitentiaires, surveillants de prison. Là, on parle vraiment du cas, on va dire, français. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Bah écoute, la corruption aujourd'hui, c'est le principal sujet d'inquiétude des autorités. C'est l'ampleur de la corruption en France liée au narcotrafic. C'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'à quel niveau ça va. Ils ont des moyens tels qu'aujourd'hui, qu'ils peuvent proposer des sommes folles. Alors, je te parle de corruption, mais là, on parle de corruption publique, mais il y a aussi la corruption privée. C'est d'agents, par exemple, des dockers, c'est des agents privés. Les bagagistes de Roissy, c'est des agents privés. Et donc, la puissance financière des narcotrafiquants leur permet aujourd'hui de corrompre beaucoup de gens et de proposer des sommes très importantes. Il y a eu une étude très importante, très intéressante d'Europol sur ils ont pris les 850 plus gros groupes criminels d'Europe. Ils ont regardé un peu comment ils fonctionnaient. Sur ces 850 groupes, 870, je ne sais plus exactement le chiffre, enfin peu importe, il y a 80% de ces groupes qui utilisent la corruption. La corruption est nécessaire à leur activité. Ils ont besoin de corrompre des gens pour poursuivre leur activité, pour dans la logistique, pour importer des produits, pour avoir des informations et pour passer sous les radars. Donc la corruption, elle est nécessaire au fonctionnement des organisations criminelles. Donc effectivement, en France, récemment, tu as eu quand même pas mal d'affaires qui se succèdent. Il y a plusieurs cas de greffiers ou de greffières qui soupçonnés d'avoir donné des informations à des trafiquants. Tu as des cas dans la police, l'office anti-stupéfiants. T'en parles justement dans ton livre, voilà, François Chéry. Ouais. Tu as des cas de bagagistes, tu as des cas de bagagistes à l'aéroport de Roissy. Tu as, en fait, tu as une succession de cas qui pour l'instant, voilà, c'est pas pour rien qu'il y a certaines unités de la police à Paris, à la préfecture de Paris, mais également dans l'office de lutte contre la grande délinquance financière qui vont se spécialiser sur ce segment de la corruption. Et effectivement, dans certains pays d'Europe du Nord, ils sont aperçus aussi que la corruption était dingue. Et ça allait du douanier que tu pouvais payer. Il y a même en Belgique, il y a quelqu'un qui a proposé 1 million d'euros à un douanier pour récupérer une cargaison de cocaïne. 1 million d'euros. Il a accepté ? Non. Mais 1 million d'euros, voilà. Alors là, c'est de la corruption privée, une forme de corruption. En tout cas, tu vois les pêcheurs de Ouistreham, je ne sais pas si tu as suivi cette affaire. Ils ont été arrêtés. Ils étaient allés récupérer une cargaison de drogue qui avait été larguée au large de Ouistreham. Et en fait, on leur avait proposé, je crois que c'est 800 000 euros. 800 000 euros pour un voyage. Donc, t'imagines, ça fait tourner les têtes. Parce que t'as justement Nicolas Besson, qui est procureur de la République de Marseille, qui a dit « Chaque personne a un prix, les moyens de trafiquants sont considérables ». Ouais, exactement. C'est vrai.
c'est des organisations qui gagnent des sommes folles, mais elles sont difficiles à estimer, mais... Et t'as justement, il y a un procureur général qui disait tous ceux qui concourent à la lutte contre le crime organisé sont exposés à des risques sans précédent aujourd'hui. Parce que la force financière, justement, la force de frappe des réseaux criminels, donc c'est un défi qui est lancé à la justice et à l'État dans sa globalité. Et s'il ne se passe rien, là, c'est la démocratie qui est atteinte, car la justice ne pourra plus faire son travail, son office. Voilà, tout a été dit. Résumé, oui, c'est exactement ça. À terme, c'est peut-être, oui, effectivement, parce que tu vas avoir une infiltration de l'économie déjà par ces groupes criminels. C'est-à-dire qu'ils vont blanchir dans l'économie légale, ils vont racheter des sociétés, mais ils vont pas faire fonctionner ces sociétés selon les règles communes. Ils vont certainement, comme je te disais, financer des politiques pour avoir des politiques à eux. Ils vont avoir une logique de contrôle de certains territoires. Donc effectivement, ouais, tu as un défi qui est lancé à l'État, ça c'est indéniable. Et vous aussi, peut-être les journalistes aussi. Peut-être vous. Bon, en France, pour l'instant, on est à l'abri, voilà. Mais tu penses oui, je crois, ouais. je préfère le penser peut-être. Mais voilà, ça n'empêche pas de faire attention. Ah bah oui. Mais justement, je trouvais que c'était important de parler de ça parce que c'est un pan qui est évoqué dans ton livre, justement. Et là, j'aimerais parler, tu sais, comme on parlait de narco-État, de règlement de compte. Tu parles dans ton livre à un moment donné d'un trafiquant de Marseille qui règle des comptes et tu parles de mexicanisation. Tu dis que ça a peut-être tendance à arriver. Il y en a qui ne sont pas forcément d'accord avec ça. Non, alors ça, c'est un terme qui a été utilisé, je ne sais plus. Oui, moi, je ne le reprends pas forcément pour moi. Je pense qu'il y a quand même une grande différence entre ce qui se passe en France, qui est quand même une situation certes inquiétante, mais on n'est quand même pas dans la situation mexicaine avec des milliers ou des dizaines de milliers de morts, l'armée dans les rues, on n'en est pas là. Mais effectivement, mexicanisation, ça peut être utilisé dans le sens où on utilise un peu les mêmes méthodes pour effrayer le cartel rival. Quand tu vois ce climat ambiant qui arrive en France, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que ça dit ? Écoute, moi, je me dis qu'enfin, il y a eu une prise de conscience quand même des politiques sur l'urgence de la situation. Et ça, c'est déjà un bon point. Avec la loi narcotrafic ? Ouais, en fait, c'est tout le travail de la commission sénatoriale, en fait. Et je trouve que je pense qu'ils sont aperçus de l'étendue. Eux-mêmes, les deux sénateurs qui ont fait tout ce travail d'enquête, je pense qu'ils sont tombés des nues, en fait. Ils sont tombés des nues sur l'ampleur du trafic, sur ce qu'ils ont découvert. En fait, et puis après, il y a eu un événement, c'est-à-dire que quand ils rendent leur rapport public, ils font une conférence de presse, ça se déroule le jour où Mohamed Amra s'évade, avec les deux morts, des deux agents pénitentiaires. Donc là, tu as une collision entre... Quelle publicité. Ouais, et donc ça n'a fait qu'appuyer leurs propos, le propos de leur rapport. Donc il y a une prise de conscience politique, ça, on ne peut pas la nier. Elle a mis du temps, mais elle est là. Maintenant, est-ce qu'il y a les moyens pour lutter contre ça ? Est-ce que... ça, je me pose la question. C'est-à-dire que, bon, il y a la loi anti-trafic, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont plus critiquables. Mais aujourd'hui, alors moi, je ne suis pas un expert, je ne veux pas donner des... Enfin, c'est pas à moi de donner des solutions, mais par exemple, je vois sur la lutte contre le blanchiment, qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? Est-ce que l'action de l'État français ne se heurte pas à certaines limites, celle de l'opacité de la finance aujourd'hui, de la finance mondiale ? C'est-à-dire que, en fait, lutter contre... Pourtant, c'est potentiellement le nerf de la guerre, parce que l'argent des bénéfices, c'est l'argent du crime, c'est l'argent des bénéfices, mais c'est aussi l'argent qui est réinvesti dans la machine pour la faire tourner. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire tomber les têtes de réseau, un ou deux, il peut y avoir quelqu'un qui reprend derrière. Si tu fais tomber tout le réseau et en plus tu fais tomber la cagnotte sur laquelle le réseau vit, là, c'est plus compliqué pour l'organisation de survivre. Voilà, il y a des dispositions qui ont été prises dans la loi anti-trafic, mais est-ce que c'est assez ? Est-ce qu'il y a assez de policiers ? Tu vois, il y a une réforme de la PJ, de la police judiciaire. Elle tombe pas forcément à un bon moment parce qu'on a besoin de policiers, d'officiers de police judiciaire. On a besoin qu'ils soient mieux payés parce qu'il y a une crise des vocations. T'es mal payé, en tout cas pas très bien payé. Tu fais des horaires de dingue. T'as plus de vie de famille. Donc les policiers préfèrent parfois aller
faire gardien de la paix ou en tout cas travailler dans un commissariat que dans un office central ou à la PJ. Et puis c'est ce qu'on disait, est-ce qu'il y a une campagne de sensibilisation sur, ça va faire un peu moraliste, mais en tout cas sur les dangers de la drogue? Depuis des années, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, quoi. Et est-ce En que fait, pardon, je te coupe, Non, vas-y, mais vas-y. c'est de dire, voilà, on veut s'attaquer à une filière, faut s'attaquer à l'ensemble de la filière depuis les pays qui produisent. Donc en plus, ils sont assez limités, hein. C'est beaucoup le Maroc pour le cannabis, essentiellement, et puis les 3 pays d'Amérique du Sud pour la cocaïne. Et quelle action diplomatique on peut faire, là en amont et en aval? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec Dubaï, avec Hong Kong, pour essayer de rendre ces places financières beaucoup moins opaques? Essayer de s'attaquer à l'argent là-bas, récupérer les fonds, faire des saisies. Voilà, après, je suis simple journaliste, hein. Non, mais c'est déjà bien. Au moins, tu visualises et c'est important. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la prison qui a été mise en place pour les plus gros narcotrafiquants de France? Écoute, moi je suis partagé, mais pas partagé. Enfin, j'ai écouté ce que disaient les avocats. Alors, sur le principe, je comprends. Voilà, effectivement, aujourd'hui, les prisons, il y a ce problème des téléphones portables, l'utilisation, de la circulation des téléphones portables dans la prison et des trafiquants qui continuent leur activité. La prison, c'est une forme de télétravail pour eux. Ils continuent leurs activités, ils commandent des importations, ils peuvent commander aussi des meurtres, donc il fallait lutter contre ça. Donc effectivement, mais pour lutter contre ça, est-ce qu'il fallait forcément tous les rassembler dans un même endroit? Je sais pas, il faudra voir à l'épreuve des faits, du temps, et par ailleurs, je sais pas s'ils les mettent à l'isolement pendant tant d'années. Je sais pas, l'isolement ça peut avoir quand même des conséquences très négatives sur un homme. Donc les couper aussi, je vois les parloirs, c'est quand même, tu vois, on peut être dur avec ces gens-là, d'accord, ok, mais à un moment, ils ont leur peine de prison. Est-ce que c'est la peine de leur supprimer les parloirs de vie? Voilà, je suis. T'es Pose des partagé. questions, ouais. Tu Et après, on verra avec les mois passant on fera le bilan dans quelques années. Et pour toi, quels sont les effets du narcotrafic sur les quartiers populaires et sur la classe moyenne? Écoute, ça, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. T'as pas mal de gens qui vivent du narcotrafic, mais c'est pas l'essentiel, en fait. Finalement, le narcotrafic, si tu regardes par rapport à la population de la France, t'as des estimations qui ont été faites par l'OFAS. Je crois que c'est 30-40 000 personnes qui en vivent directement et indirectement 250 000 personnes. Donc c'est loin d'être la majorité de la France, c'est loin d'être la majorité des quartiers populaires. Après, tu t'aperçois qu'en fait, je te dis ça, mais en fait, si tu regardes la couverture sur le territoire français, c'est l'OFAS qui a fait ça, qui dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de zone grise. Zone blanche. C'est mieux que la couverture. C'est là que Le trafic, il est partout. il est partout. Mais Donc c'est mieux que la couverture de SFR et de Orange, si tu veux. Ça couvre toute la France. Mais tu le vois Donc, aujourd'hui. en fait, dans les campagnes, voilà. Effectivement, aujourd'hui, dans une société où est compliqué, le chômage, compliqué de trouver des boulots souvent à 1500 euros, la tentation du narcotrafic, elle est forte pour certains. Parce qu'effectivement, 1500 euros, tu peux te les faire en quelques jours. Regarde le couple de retraités de 80 ans qui gardaient de la drogue dans son domicile. Ils ont 80 ans. Tu vois, c'est la preuve que. Bien sûr. Et 80 ans, je ne sais pas combien ils gagnaient, mais j'imagine que la retraite ne devait pas être très élevée. Exactement. Donc voilà. Donc effectivement, le narcotrafic, c'est tentant pour certaines personnes qui sont. Pour toute une jeunesse qui est en déshérence. Tu as beaucoup de gens qui quittent la région parisienne pour aller bosser à Marseille, pour faire le jobber à Marseille, qui n'ont plus de parents, enfin, qui ont des relations difficiles, qui sont dans des situations très, très compliquées. Et tout ça, ça fournit une main-d'œuvre. Pour ces réseaux criminels. C'est ça qui est inquiétant. Après, tu as peut-être une bataille aussi culturelle à mener sur l'image du narcotrafic.
C'est vrai que dans l'esprit de beaucoup, c'est de l'argent facile, c'est beaucoup d'argent, c'est des belles voitures, des belles villas, une belle vie. C'est aussi beaucoup de morts. C'est des carrières qui durent pas très longtemps. C'est la prison souvent pour Horizon. Donc voilà, c'est un peu aussi contrecarrer cette image du narcotrafic, du narcotrafiquant, cette image un peu trop belle, quoi. Est-ce que tu serais d'accord avec cette phrase que la corruption, elle commence parce que les gens sont mal payés? C'est souvent la raison. Souvent la raison. Oui. Effectivement. Et après, est-ce que c'est la seule motivation? Il y aurait quoi comme motivation? De gagner plus d'argent, le frisson. Après, il y a aussi c'est aussi la menace, tout simplement. c'est que on t'approche, tu dis non, et puis après, on fait des approches plus musclées, plus menaçantes, et là, tu es obligé de céder sous la menace. C'est vrai. Mais tu avais raison tout à l'heure sur ce que tu disais par rapport à la prévention. Effectivement, il n'y a pas de campagne de prévention sur déjà le narcotrafic et même la consommation. La consommation, ce que tu consommes, qu'est-ce qu'il y a dans ces produits-là? On ne te dit pas tous les composants chimiques qui sont utilisés pour faire ces drogues. Je pense à la cocaïne, mais aussi les drogues de synthèse, la dépendance que ça engendre. Tu sais que même, alors, tout le monde est très, très, très branché écologie en ce moment, a raison, mais c'est un désastre écologique, quoi. Tous ces produits, pour produire de la cocaïne, on utilise beaucoup de produits chimiques qui sont déversés dans la jungle ou dans les montagnes en Amérique du Sud, même les drogues de synthèse. Un policier me racontait, les drogues de synthèse, tu utilises beaucoup de produits chimiques. Alors, les drogues de synthèse, elles sont fabriquées, pour certaines, en Europe du Nord, aux Pays-Bas et en Belgique, donc c'est vraiment pas loin. Et tous ces produits, les trafiquants, ils les gardent pas, ils les amènent pas à la décharge. Ils les déversent dans les forêts, ils les déversent sur les routes. Un policier me racontait que des trafiquants avaient un système où ils avaient une camionnette ils avaient fait un trou dans le plancher. Ils roulaient, ils déversaient, tu vois, tous les produits chimiques à travers ce trou sur les routes, comme ça, aux Pays-Bas. Ah ouais. Donc t'imagines le risque environnemental de telles pratiques. Ouais, c'est un désastre. Justement, tu me parles de drogue de synthèse, il y a un truc qui me vient. Récemment, on a découvert, dans le sud, vers Toulon, qu'il y avait un laboratoire de drogue de synthèse qui était lié au cartel de Sinaloa. J'ai deux questions. Est-ce que tu penses que le cartel de Sinaloa commence à s'installer? Et est-ce que tu penses que les drogues de synthèse vont finir par, une grosse consommation comme on voit aux États-Unis, va finir par arriver en France? Écoute, sur l'installation du cartel de Sinaloa, c'est vrai que c'est assez inquiétant. Ouais. Le cartel, il est devenu maître dans tout ce qui est production ils ont un savoir-faire, production de drogue de synthèse. Il y a un très bon documentaire de Bertrand Monet, qui est prof d'économie et spécialisé un peu dans l'économie souterraine. Et il est allé voir les narcotrafiquants de Sinaloa au Mexique, et il va dans les laboratoires et tu vois comment ils ont un savoir-faire. Et ce savoir-faire, ils veulent pas le donner. Donc c'est pour ça qu'ils envoient leurs ingénieurs, en tout cas leurs chimistes en Europe pour faire ces drogues. Mais ils ne donnent pas le secret. C'est un peu comme Coca-Cola, tu vois. Ils ne donnent pas le secret pour les faire. Donc, ça, tu commences à en avoir. Tu commences à avoir des chimistes qui sont envoyés en Europe, des cartels mexicains, des cartels sud-américains. Donc, ils sont présents, ils sont là. Donc, effectivement, ça commence à être un peu inquiétant, très inquiétant même. Et pour la deuxième question, effectivement, les drogues de synthèse, ils s'en créent je ne sais combien chaque semaine. Alors, est-ce qu'ils vont prendre... Alors, le drogue de synthèse, c'est pas forcément des opioïdes, mais est-ce qu'ils vont prendre la suite de la cocaïne? C'est une bonne question, mais il y a une grosse inquiétude là-dessus. Ouais. Ah bah oui, parce que quand tu vois les villes zombies aux États-Unis, il y a les opioïdes, comme tu dis, mais si on met opioïdes et on met drogue de synthèse, etc., tu vois que c'est quand même inquiétant. Tu vois, il y a déjà, au niveau du crack, c'est déjà compliqué, mais gérer ça... tu vois comment ça a changé la vie à San Francisco, à New York. C'est ça, c'est un problème de santé publique en plus. Ouais. Mais justement... le nombre d'overdoses est juste dingue. C'est ça. Mais justement, le fait que les Mexicains viennent comme ça, ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a un marché ici, parce qu'ils voient aussi ce qui se passe par rapport à la cocaïne. Tout à fait. Ok, donc ils se disent, nous aussi, on va... Ouais.
C'est ingérable. Ouais, ils se disent, voilà, c'est un monde mondialisé, si je puis dire, une planète mondialisée. Ils cherchent des nouveaux débouchés. Donc ils se disent, tiens, c'est vrai qu'en Europe, ils sont pas encore... Ils savent pas faire les drogues de synthèse, nous on sait les faire, ça rapporte beaucoup d'argent. Tiens, on va envoyer nos chimistes, on va faire des alliances avec certains groupes. Mais t'imagines le jour où il y en a un qui va découvrir comment on fait ici? Ouais, c'est déjà peut-être le cas. Mais en tout cas, pas. Mais sur les drogues de synthèse, il y a des chimistes. On a reçu Thierry Gaëtan ici, qui nous disait, parce qu'on parle tout à l'heure, on parlait de mexicanisation, etc., parce que les gens parlent de drogue. Lui, il disait non, mais nous, on est revenu mexicanisation par rapport au règlement de compte, les méthodologies, ce dont on parlait tout à l'heure. Mais lui, il disait, on parle de colombianisation, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il se dit justement par rapport à tout à l'heure ce que tu disais, la cocaïne, elle est faite en Bolivie, au Pérou et en Colombie. Et il disait qu'en gros, avec la consommation qu'il y a ici, en fait, vaut mieux parler de colombianisation. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est très juste. C'est très intéressant. Je n'avais pas pensé ça, mais effectivement, oui. Parce qu'en fait, non, c'est juste. Tout à fait. Colombianisation, parce que, quoi qu'au Mexique, c'est un peu le cas aussi. C'est-à-dire qu'en Colombie, tu as des groupes criminels qui se sont développés. C'est l'histoire de Pablo Escobar. Au point, à un moment, de défier l'État et même de corrompre l'État et de devenir un homme politique en vue. Donc, c'est la situation qu'on craint en Europe. Non, c'est vrai que c'est une... Ouais, financer justement des futurs présidents qui après, tu es obligé de leur rendre des services. Malheureusement, c'est comme ça. Mais au Mexique, la situation n'est pas... Alors, ça a l'air de s'améliorer un petit peu, mais elle n'est pas très éloignée de ça. Ils sont allés très loin, les narcos, dans le financement des partis politiques. Mais en tout cas, je vais finir justement par la conclusion dans ton livre. Tu dis, dans un monde délinquant où l'emprisonnement n'est considéré que comme un mal nécessaire, seule la confiscation des avoirs et la remontée des filières de blanchiment peuvent avoir un impact à long terme sur la poursuite des activités délinquantes. Affirmé dans une tribune un collectif de 123 magistrats réclamant davantage de moyens. Le temps presse, il s'agit de déstabiliser cette nouvelle mafia avant qu'elle ne déstabilise durement nos démocraties. Ouais. Voilà les derniers mots de ton livre. J'ai rien à rajouter. Donc je remonte ici. Vincent Monnier, Narcocratie, disponible. Publié chez Albin Michel, disponible partout. En tout cas, bravo pour le travail. Tu vois, ça amène à beaucoup de... Ouais, on peut faire plusieurs émissions. Exactement. En tout cas, merci à toi. Merci. Pour ton attention. Je t'en prie. On a une rubrique ici, lecture. Est-ce que tu aurais 3 livres à recommander, s'il te plaît, peu importe les thématiques, carte blanche? Oula, 3 livres. Allez, 2 ou 1 si tu veux. Non, mais écoute, Joseph Kessel. Okay. Joseph Kessel, il y a un super bouquin, il y a beaucoup de bouquins. Il y a un livre sur les bas-fonds de Paris et qui est absolument... qui est un livre de reportage dans les années 20 sur le Paris souterrain avec déjà des drogués, des trafiquants. Donc là, tu te plonges dans un monde assez à Montmartre qui est assez formidable. En matière de trafic de drogue, je trouve moi j'aime bien Don Winslow, qui est un écrivain américain très connu pour les polars. Et voilà, très très bien documenté sur tout ce qu'il raconte. Voilà, il a fait La grippe du chien, Cartel, Frontières. C'est une trilogie autour du trafic de drogue. Mais pour le meilleur documentaire sur le trafic de drogue, c'est pas un livre, si je puis dire, c'est The Wire, la série. Et c'est pour ça que tous les journalistes, on cite souvent des phrases, des dialogues de The Wire, parce que c'est fascinant, quoi. Ok, écoute, la tradition ici, c'est que l'autre y repart avec un livre. J'ai un livre pour toi. Alors, le voici. Attention. Tiens. Est-ce que tu peux l'ouvrir, s'il te plaît, et montrer à la caméra? Attention. Est-ce que tu l'as? J'espère que tu ne l'as pas. Ah non, je ne l'ai pas. Prix Cognac du meilleur roman pour francophone. Merci beaucoup. Là, je t'en prie. Mémoire d'un expert psychiatre. Mémoire d'un expert psychiatre. C'est ça. Angelina Delcroix. Ce que tu peux lire à la 4e de couverture, c'est pas ce que tu crois. Hein. Adam Jacoury est expert psychiatre près de la cour d'appel de Lyon. Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à Jesse Moore, auteur de thriller.
alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne, près de la forêt de Helgoat, des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Adam soupçonne un ancien patient et craint pour sa propre vie, mais la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Donc c'est pas un livre de mémoire, c'est Non, un polar. ouais, c'est ça. Génial. Eh ben je vais lire ça. Tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu, mais j'ai pensé à toi. Je me suis dit, ça devrait Moi j'aime le livre vachement de polar. ça devrait coller. En tout cas, C'est vrai que quand tu travailles sur ces affaires-là, tu as besoin de lire des polars parce que la littérature classique, tu trouves ça un peu fade. j'ai quelques dernières questions pour toi. Est-ce que tu serais d'accord pour la création d'un tel qui a le parquet national financier? Est-ce que tu serais d'accord pour la création d'un procureur national chargé de la lutte contre le crime organisé, toi? Bah ouais. Si je peux donner mon avis, ça va être créé à la fin de l'année. Ok. C'est le PNACO, Parquet national anti-criminalité organisée. Ah ok, je savais pas que c'était... Alors, si, en janvier prochain, janvier 2026. Ah, c'est une très bonne idée. Et juste, il faut des moyens avec... juste pour créer un nouveau acronyme et un nouveau nom et que les magistrats se retrouvent avec 50 dossiers par magistrat à traiter, ça changera pas la donne. Et quand tu as écrit ce livre-là, ça a été quoi les obstacles rencontrés pour toi? Les obstacles rencontrés, moi je voulais faire quelque chose d'assez international, en tout cas européen, donc tu as les obstacles. Voilà, moi je suis journaliste, je suis connu en France, je travaille en France, donc j'ai mes réseaux en France, donc il fallait aussi contacter des gens à l'étranger, ce qui n'est pas toujours facile. Je te cache pas que rencontrer les trafiquants, c'est pas la chose la plus simple du monde. T'en as rencontré? Pas pour ce bouquin, mais voilà, tu as d'autres sources d'informations. Voilà, donc oui, c'est pas les sujets les plus faciles pour faire remonter des infos, mais on y arrive. Ouais. Et est-ce que tu as eu des menaces ou des pressions? Non? Aucune. Ok. Et le journalisme d'enquête que tu fais, est-ce qu'il est encore possible face aux pressions économiques et politiques? Moi, je crois que oui. Mais effectivement, c'est une bonne question. Il est possible à partir du moment où tu arrives à te... Comment dire, à te libérer de cette pression économique. Je pense par exemple à un modèle comme le Canard enchaîné ou Mediapart où il n'y a pas de publicité. Donc il n'y a pas de pression économique par la publicité. Et puis après, en fait, la pire des censures, c'est l'autocensure. C'est quand on ne veut pas aller sur des sujets parce que on a peur d'inquiéter un tel ou un tel. Ça arrive, mais l'autocensure. Mais voilà, je pense que... Moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de choses qui sortent, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Effectivement, tu te dis, il y a plein d'hommes d'affaires, de milliardaires qui détiennent la presse, des titres de presse. Donc, voilà, c'est vrai, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, mais il y a quand même beaucoup d'affaires qui sortent, qui vont après, qui sont judiciarisées ou non, mais il y a quand même beaucoup d'affaires qui sortent. Qu'est-ce qui te donne encore confiance dans ton métier? Écoute, plein de choses, parce qu'en fait, la passion, parce que quand tu découvres, il y a des affaires où tu te dis, mais c'est génial, j'ai envie de la raconter, j'ai envie d'aller raconter cet univers, et les journalistes, on est encore, même si on connaît des difficultés économiques et autres, si nos titres ne se portent pas toujours très très bien, et ben je vois autour de moi, dans d'autres médias, je vois des gens passionnés par ce qu'ils font, et c'est ce qui les maintient en vie. Et tant qu'il y aura cette passion d'investiguer, de raconter, comme toi, de vulgariser aussi les choses, tu vois, et il y aura toujours un moyen de s'exprimer, de continuer à faire ce métier. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi-même? Mon métier, ça m'a permis d'aller dans des univers où je ne serais jamais allé. Et ça te questionne sur les choix de vie des uns des autres. Qu'est-ce que tu aurais fait dans la même situation? Est-ce que tu aurais basculé, pas basculé? Ce qui fait qu'on bascule. Voilà. Tu vois, ça t'amène à réfléchir un peu sur ce genre de choses. Et sur le moment du choix, beaucoup. Que ça soit pour tout, pas que pour le narcotrafic. Le moment des choix des gens. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu bascules? Ouais, ça fait penser un peu au passage à l'acte quand on parle de crime. Exactement.
Et quels ont été d'ailleurs les retours par rapport à ton livre? Écoute, plutôt bon. J'ai eu des bons retours de tous les gens qui connaissent ce milieu, et puis aussi de lecteurs qui connaissaient pas du tout, qui ont été un peu surpris par ce qu'ils ont découvert. Donc, non, plutôt, je suis très content d'avoir fait ce livre et l'accueil qu'il a reçu. Ouais. Des gens que je connaissais pas, des lecteurs qui m'ont écrit, voilà, et qui ont certainement découvert à l'occasion de ce livre un peu cet univers. Mais c'était ça aussi que je voulais faire. Tu vois. Ouais, de la vulgarisation, ouais. En fait, on a l'impression que le narcotrafic, c'est 3 mecs qui, au bas de qui dealent au pied de leur tour, mais ça n'a rien à voir en fait. C'est un système très, très, très organisé, sophistiqué, connecté, mondialisé. Et c'est ça que je voulais raconter. Non, mais c'était très bien raconté. En plus, c'est une histoire. Je disais, le premier chapitre, on a l'impression que tu décris la scène, c'est une scène de film, quoi. Donc bravo pour ça. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de drôle, de sympathique. Je te pose la question, comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Wow, ça, c'est la question la plus difficile qu'on m'ait jamais posée. Fallait que tu aies droit. Comme quelqu'un qui a beaucoup appris, qui a beaucoup transmis, qui n'a pas tout réussi, mais qui n'a jamais renoncé. Ça serait pas mal. C'est très bien même. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh bien, écoute, je sais pas. De continuer comme ça. Ah bah écoute, c'est ce qu'on te souhaite. De continuer à toujours faire ce métier avec passion. Et pour l'instant, elle n'est pas retombée. Donc, on continue. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Vincent, ça a été un plaisir de causer avec toi. Merci, c'était un plaisir pour moi aussi. Audrey, merci pour tous ces mots, ces explications. En tout cas, vraiment, merci pour tout. Merci pour ton attention. Et puis, voilà, je vois que tu as bien lu le livre et que c'est pas le cas de tout le monde. Tu as bien bossé ton sujet, ce qui n'est pas le cas de tout le monde non plus. Donc, je te remercie pour ça, pour ton intérêt. C'est normal, c'est respectueux, c'est comme ça. En tout cas, bonne lecture à toi. Merci, je vais lire ça. Tu m'en diras des nouvelles. Voilà. Merci Audrey. Je t'en prie. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. En espérant que vous avez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.